Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en cette journée mondiale de la lutte contre le cancer pour cette deuxième webconférence de l'année organisée par la Fondation Arcade, Aide et Recherche en cancérologie digestive. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Guimbaud et le professeur Tougeron qui vont nous présenter l'état de la recherche sur le cancer colorectal métastatique et non métastatique. Juste avant de leur laisser la parole, je me permets de représenter la Fondation. La Fondation Arcade, c'est la seule fondation reconnue d'utilité publique dédiée exclusivement au cancer digestif. Elle existe depuis 20 ans déjà et elle est aujourd'hui présidée par le professeur Thierry André. La Fondation s'oriente autour de trois grandes missions, qui est la recherche. C'est une mission extrêmement importante pour la Fondation. Aujourd'hui, 23 études ont été soutenues avec un encours de 5,5 millions d'euros et 5 publications sur nos bases de données. Nous allons 70% de nos allocations en 2025 euh, à, euh, à nos projets de recherche. Nous avons également une mission information pour laquelle nous créons et mettons à disposition des supports de communication à destination des patients, de leur entourage, mais aussi des professionnels de santé. Notre cycle de webconférences s'inscrit dans cette mission d'information. Nous avons également des guides patients que nous écrivons avec les associations de patients ainsi que les professionnels de santé et qui permettent de centraliser les informations autour de chaque pathologie. En 2025, nous avons actualisé le guide patient pour les TNE et le cancer du pancréas. Le guide foie sortira sous peu en 2026 et le guide colorectal sera réactualisé d'ici mars. Ils seront disponibles sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Nous avons également une dernière mission qui est la mission prévention et sensibilisation du grand public avec l'organisation d'une campagne de dépistage pour le cancer colorectal. En 2025, en mars 2025, nous avons organisé une magnifique campagne qui était pleine de succès. Nos projets phares en 2025 et en 2026, nous avons donc un projet autour de la recherche avec la création d'un entrepôt de données, mais également un projet de hackathon, un événement qui est planifié fin mars, du 27 au 29 mars 2026. 31 projets ont été déposés, tant par des groupes de patients, des professionnels de santé, du grand public ou de groupes coopérateurs. Nous vous attendons nombreux sur ces projets fin mars. Nous avons également un projet de lancement de chaîne de podcast, de guide patient adapté à un format dessiné, donc de bande dessinée, et également une nouvelle campagne prévue pour le dépistage du cancer colorectal en mars 2026. La Fondation a monté avec la Faculté de Paris Saclay une formation sur le système de santé en mutation. Aujourd'hui, nous avons une promotion de 130 personnes. La formation a été débutée en octobre 2025. C'est une formation qui est à destination de tout public pour mieux connaître le système de santé, des essais cliniques à la mise sur le marché en passant par les données de santé. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter pour l'année 2026. La Fondation se positionne comme un acteur de référence de la cancérologie digestive. Elle interagit avec les associations de patients, les acteurs publics, les entreprises spécialisées dans la santé, mais aussi avec une politique RSE orientée vers la santé, des banques privées, etc. Et avec les sociétés savantes et les acteurs de la recherche. La Fondation fête ses 20 ans cette année et ce grâce à la générosité de nos donateurs qui nous permettent de soutenir nos programmes. Sachez que les dons sont déductibles des impôts sur les sociétés, sur les revenus et sur l'impôt sur la fortune immobilière. N'hésitez pas à nous soutenir dans nos actions. Maintenant, j'introduis donc notre webconférence qui portera sur les avancées de la recherche pour le cancer colorectal non métastatique et métastatique. Je vais laisser la parole 25 minutes au professeur Guimbaud, oncologue digestif au CHU de Toulon, ainsi qu'à sa patiente Nicole qui nous fera un témoignage. À la suite de ces 25 minutes, je lirai les questions que vous pouvez poser dans le chat.
Je tiens à rappeler que ces questions ne peuvent pas être par cas particulier et seulement des questions générales. Et à l'issue de ces 10 minutes de questions, je passerai la parole au professeur David Tougeron, oncologue digestif au CHU de Poitiers, qui parlera du cancer colorectal métastatique, ainsi qu'à sa patiente Christelle, qui témoignera de son parcours. Professeur Garbeau, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je ferai juste un petit correctif. Je suis au CHU de Toulouse et pas à Toulon, donc ça n'a pas grande importance, mais je préfère rétablir. Donc merci beaucoup et je vais moi vous parler de l'état de la recherche dans le cancer colorectal donc non métastatique. Euh, voilà quelques liens d'intérêt parce que quand on fait de la recherche, ben, on travaille avec des laboratoires industriels et mieux vaut travailler avec beaucoup de laboratoires pour pouvoir balayer le maximum de recherches. Et avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet et vous partager avec vous quelques essais, je voudrais juste rappeler quelques fondamentaux, à la fois pour la présentation que je vais faire, mais aussi bien sûr celle du professeur Tougeron, puisqu'on va parler du cancer colorectal. Juste se rappeler bien sûr que c'est un cancer parmi les plus fréquents en France, donc le troisième cancer le plus fréquent chez l'homme et le deuxième chez la femme, et qui est fréquent, mais également grave, puisque vous voyez qu'il y a près de 47 582 nouveaux cas recensés en 2023 et qu'il y a quand même des décès qui sont liés à ces cas de cancer. Une bonne nouvelle, malgré tout, c'est qu'il y a une amélioration de la mortalité liée à ce cancer au fil du temps, parce qu'il y a des progrès et on va en voir des progrès encore qui arrivent. Et enfin, savoir que l'âge médian, donc en moyenne ou médian, c'est environ 70 ans, mais qu'il y a aussi des cas jeunes, bien sûr, ce n'est qu'une moyenne, et que les cas chez les sujets les plus jeunes ont tendance à augmenter et à être plus fréquents. Alors, des petites notions très simplexes pour essayer d'y voir clair. Le côlon, c'est donc eh ben, la dernière partie digestive, le gros intestin, qui en fait, quand on va parler de colorectal, mais dans les formes localisées, on va vraiment s'intéresser uniquement au côlon. Alors, vous verrez que dans les formes métastatiques, peu importe que ça vienne du rectum ou que ça vienne du côlon, et dans les formes localisées, on s'intéresse au côlon en excluant le rectum, parce que le rectum, c'est encore une situation un petit peu à part. C'est une situation anatomique dans le pelvis proche de filets nerveux, vasculaires, d'organes urogénitaux, bien sûr en continuité avec l'appareil sphinctérien, qui fait que l'abord d'une tumeur localisée dans le rectum pose des problèmes qui ne sont pas les mêmes que dans le côlon, des problèmes fonctionnels, des problèmes de type de récidive. Et donc, l'abord n'est pas le même que dans les tumeurs du côlon. Donc là, on va vraiment parler des tumeurs du côlon. Et dans les tumeurs du côlon, pour finir cette introduction, le traitement de base des formes localisées, donc des formes non métastatiques, la tumeur a été diagnostiquée sur le côlon, le traitement de base, c'est d'enlever cette tumeur, c'est de la chirurgie. Voilà, c'est le premier traitement, c'est de la chirurgie, c'est le traitement standard. Et après, en fonction d'un certain nombre de critères qui laissent penser que cette tumeur a un risque d'avoir essaimé quelques cellules en dehors du côlon, à ce moment-là, on peut faire de la chimiothérapie complémentaire et on fait une chimiothérapie complémentaire post-opératoire qu'on appelle adjuvante, de façon à traiter cette possible maladie microscopique résiduelle un petit peu plus loin et d'abaisser de façon significative le risque de récidive métastatique ultérieure. Et cette décision de faire un traitement de chimiothérapie dépend essentiellement du stade de la tumeur après son examen sous le microscope une fois qu'elle a été enlevée, et notamment est-ce qu'elle a déjà envahi les ganglions de proximité qui ont été enlevés avec la tumeur ou sur des éléments comme ça. Donc, chirurgie, c'est le traitement fondamental, et ensuite une chimiothérapie complémentaire pour améliorer encore les résultats en fonction du stade. Alors, dans ce cadre-là, je vais vous présenter 4 essais qui ont fait bouger les lignes de façon récente et dont on a eu donc très récemment les résultats.
Le premier essai, il s'appelle Challenge et il vient du Canada. Et la thématique de cet essai, c'est de voir quel est l'impact de l'activité physique chez les patients qui ont été opérés d'un cancer du côlon et qui ont reçu une chimiothérapie complémentaire, donc qui ont été traités de façon standard pour des cancers à risque. Eh bien, il y avait un tirage au sort sur près de 900 patients, certains qui sont dans le bras, qui voilà en vert là que vous voyez, à qui on a donné les consignes classiques mais importantes à la fois de bon équilibre nutritif et d'activité physique, de lutter contre la sédentarité et de se bouger. Et l'autre groupe, qui était le groupe testé, à qui vraiment on faisait un programme personnalisé d'éducation physique où vraiment on leur demandait d'augmenter de façon importante leur activité physique avec un suivi et un coaching personnalisé pendant 3 ans. Et vous voyez que le résultat, c'est que vous voyez en courbe bleue les gens qui ont suivi, les personnes, le groupe qui a suivi l'éducation thérapeutique classique, à qui on avait donné les conseils, ce qu'on fait de façon habituelle. Et en jaune, ceux qui ont vraiment été dans le groupe avec du coaching soutenu et une activité physique soutenue. Vous voyez que là, ça, ce sont les courbes de survie sans récidive. Eh ben, de façon significative, il y a nettement plus de survie sans récidive chez les personnes qui ont eu cette activité physique soutenue. Et ça apporte un différentiel qui est un différentiel extrêmement important, qui est le type de différentiel qu'on peut voir d'ailleurs quand on fait des chimiothérapies. C'est à peu près de cette ampleur qu'on gagne. Donc, c'est vraiment une démonstration très importante d'une activité physique soutenue. Ça, c'était cette première étude qui est l'étude Challenge, étude canadienne. La deuxième étude dont je voulais vous parler, elle est suédoise et elle s'appelle Alaska, de façon un peu paradoxale. Et elle va s'intéresser toujours au cancer du côlon qu'on a opéré, à qui on fait ou pas une chimiothérapie derrière, mais à un sous-groupe qui a une caractéristique moléculaire particulière qu'on appelle et qu'on trouve dans 15% des cas, qui est ce qu'on appelle une mutation du gène PIK3CA. Et en fait, on sait que ces 15% de cancers colorectaux pourraient éventuellement tirer bénéfice d'un traitement par aspirine. Pourquoi? Sans rentrer dans les détails, parce que cette fameuse protéine PIK3 générée par ce gène, quand il y a une mutation, elle est super active et c'est une protéine qui induit, alors on ne va pas détailler, mais des signaux dans la cellule qui vont appuyer sur le champignon de la prolifération. Et par ailleurs, il y a une autre molécule qu'on appelle la prostaglandine 2, qui elle-même est sous l'influence de la COX-2, qui viennent appuyer aussi sur cette voie. Or, l'aspirine est un inhibiteur de tout ça. Et donc, ça a fait penser qu'elle pouvait avoir un intérêt. On avait déjà quelques petits indices pour penser que l'aspirine diminuait potentiellement le taux de cancer colorectal. Et donc, l'aspirine, là, a été utilisée chez des personnes après que la chimiothérapie ait été faite. On leur donnait, dans ce petit sous-groupe, a priori sensible à l'aspirine avec cette mutation, on leur donnait l'aspirine en plus ou on leur donnait un placebo. Et donc, vous voyez qu'il y a eu environ 3500 personnes qui ont eu une évaluation pour savoir si leur cancer du côlon avait cette mutation. Donc, des personnes qui avaient été opérées avec une chimiothérapie, pour la plupart une chimiothérapie adjuvante. Et on a repéré des individus qui avaient 515, qui avaient cette mutation du gène PIK3CA. Et on a aussi fait un autre groupe où il y avait des mutations un petit peu similaires. Et dans chacun de ces groupes, on a fait une randomisation, donc un tirage au sort. Des patients recevaient de l'aspirine ou recevaient du placebo. Et le résultat, c'est que là, c'est une courbe qui montre le taux de récidive de cancer du côlon. Vous voyez que on a sous placebo un taux de récidive, comme on peut voir une fois que les personnes ont été opérées à visée curative d'un cancer du côlon, il y en a quand même certaines qui vont récidiver. Vous voyez là la récidive. Et puis là, le groupe des patients qui ont pris 160 mg d'aspirine pendant 3 ans, tous les jours, avec un taux de récidive du cancer
qui est significativement abaissée. Vous voyez, on a 7,7% de récidive à 3 ans versus 14,1% à 3 ans chez les gens qui ont pris le placebo. Donc, ça démontre dans ce sous-groupe, sur un simple marqueur moléculaire, l'intérêt et le gain qu'on peut avoir, les progrès qu'on fait encore uniquement en rajoutant de l'aspirine. Troisième essai atomique, c'est un essai américain, qui est un essai qui s'intéresse à un autre sous-groupe moléculaire dont vous allez pas mal entendre parler, qui représente aussi 15% des cancers du côlon. Et vous entendrez parler par moi, mais aussi par le professeur Tougeron, parce que cette caractéristique moléculaire qu'on appelle DMMR ou MSI est une caractéristique donc qu'on rencontre dans 15% des cancers du côlon localisés. Et sans rentrer dans les détails, quand il y a cette caractéristique, on sait que la tumeur est à ce moment-là très immunogène, elle est infiltrée par les cellules immunitaires, et que les cellules immunitaires sont paralysées et n'arrivent pas à faire leur travail de destruction des cellules tumorales. Et pour autant, elles sont là, et cette tumeur attire beaucoup ces lymphocytes. Et c'est à ce moment-là le terrain idéal où on s'est rendu compte que certains traitements de type immunothérapie venaient réveiller les lymphocytes, donc lever l'inhibition immunitaire qu'il y a, et avaient une efficacité vraiment très importante. Et le professeur Tougeron en parlera dans les formes métastatiques, parce que c'est là où ça a été mis en évidence essentiellement, avec des progrès incroyables. Et donc, la question s'est posée de savoir si finalement rajouter de l'immunothérapie à la chimiothérapie adjuvante après opération pouvait faire mieux pour ces cancers du côlon DMMR ou MSI que le traitement standard de la chimiothérapie simple. Et vous voyez cette étude qui a inclus 712 personnes, randomisées, donc tirage au sort entre le traitement standard qui, après l'opération, était la chimiothérapie pendant 6 mois versus la chimiothérapie pendant 6 mois, mais avec en plus de l'immunothérapie pendant les 6 mois de chimiothérapie, puis après les 6 mois de chimiothérapie. Et là, vous voyez aussi une différence en faveur du traitement avec l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on gagne encore et il y a encore moins de récidives quand on rajoute l'immunothérapie à la chimiothérapie en post-opératoire. Donc, encore un bon et une efficacité thérapeutique. Et tout ça est très récent, puisque ça a été communiqué dans l'année, tous ces résultats. Enfin, dernière étude ou dernière thématique, parce que vous verrez que je vais vous présenter une étude qui en fait est encore en cours. C'est finalement, alors je suis désolée, cette diapositive est très moche, mais sans la regarder, mais c'est pour vous dire que compte tenu de l'efficacité de l'immunothérapie, dans ces tumeurs DMMR-MSI, maintenant on a la preuve de son efficacité en post-opératoire, mais on se demande si ça ne vaudrait pas la peine de les traiter en pré-opératoire avec de l'immunothérapie. Parce qu'on s'est déjà rendu compte dans les formes métastatiques, et encore une fois le professeur Tougeron le redira, que quand la tumeur est en place avec des métastases, l'immunothérapie pour ce type de cancer du côlon apporte vraiment une efficacité très importante. Et donc, on s'est dit, sur les tumeurs localisées, peut-être que quand la tumeur est en place avant de l'enlever, ça vaut peut-être la peine de la traiter par immunothérapie. Et cette diapositive horrible où vous voyez plein de pourcentages là dans la colonne de droite, c'est une compilation de toutes petites études qui ont inclus des nombres de patients limités en comparant à rien du tout, mais qui ont testé l'immunothérapie avant l'opération. Et les chiffres en bleu, c'est le pourcentage de patients qui ont eu, après avoir reçu l'immunothérapie, finalement une réduction complète et une disparition sur la pièce opératoire de la tumeur. Et donc, quand on voit des chiffres comme ça, alors il faut toujours se méfier, ce sont des petites séries, c'est pas comparé, etc. Mais c'est un signal évidemment d'efficacité extrêmement important. Et donc, on pense bien que probablement on va arriver à cette proposition d'immunothérapie. Mais encore faut-il le démontrer. Et donc, il y a une étude qui est en cours qui s'appuie sur ces données très encourageantes et qui va comparer, qui s'appelle l'étude Azure 02, qui est une étude planétaire, internationale, qui va inclure plus de 700 patients et qui est d'ailleurs en fin d'inclusion
et qui va comparer, partie de gauche de la diapositive, l'attitude classique, j'opère et en fonction de la pièce opératoire, je fais une chimiothérapie complémentaire. Et en fait, maintenant, chimiothérapie complémentaire plus immunothérapie, vous l'avez vu, puisque ça vient de l'étude qu'on a présentée juste avant, versus je fais l'immunothérapie en premier, juste 4 cycles à 3 semaines d'intervalle, l'immunothérapie qui s'appelle le dostarlimab, intervention chirurgicale, puis de nouveau renfort d'immunothérapie derrière, et on va voir effectivement si on a une différence et quelle est la différence. On s'attend à ce qu'il y ait une différence sur le taux de récidive ou le taux de récidive tumorale après. Est-ce qu'on annule, est-ce qu'on diminue de façon significative avec cette nouvelle approche? Voilà, donc l'étude euh, est en cours, donc celle-ci, je ne vous montrerai pas de résultats, mais je peux peut-être arrêter là ma présentation. C'est toutes les études que je voulais vous montrer et partager le fait que bah, nous avons un témoin de cette étude avec nous. Nicole, est-ce que vous voulez partager votre vécu sur Oui, la bien sûr. réponse excessive? Je vous en prie, je vous laisse la parole. Eh bien, je me présente, Nicole Crépin, j'ai 85 ans et mon cancer du côlon a été découvert en novembre. Immédiatement, le- la personne qui m'a fait la coloscopie, le gastroentérologue, a pris rendez-vous avec l'hôpital Rangueil et avec un chirurgien digestif qui, lui, d'après les résultats, justement, a contacté le professeur Guimbaud. Parce que j'avais justement ces cellules qui pouvaient rentrer dans ce cadre d'immunothérapie néo-adjuvante. Le professeur Guimbaud m'a expliqué vraiment avec beaucoup de précision, une de mes filles était présente, absolument tout ce processus. Euh, Ma fille a posé beaucoup de questions, bon, moi je pense aussi. Le professeur Guimbaud était vraiment formidable dans la description de ce protocole d'expérimentation. Il se trouve que, bon, elle a bien précisé qu'elle ne ferait jamais pression sur moi pour que j'accepte ou pas. Il se trouve que je pensais être opérée très rapidement parce que je voulais me débarrasser vraiment de cette tumeur. Donc, dans un premier cas, j'ai refusé. Et puis, mon intervention devant intervenir que le 3 février, j'ai trouvé que c'était vraiment très dur d'attendre tout ce temps-là. Le, le chirurgien digestif m'a reconvoqué, m'a dit, moi, je vous conseille d'accepter. Je ne fais pas de pression non plus, mais je vous conseille d'accepter. Après réflexion, je me suis dit, je pourrais avoir droit déjà à 3 séances d'immunothérapie avant l'intervention. Donc, je préfère être active parce que sinon, ça va me vriller le cerveau. Et certainement, ça ne sera pas bénéfique pour moi. Donc, en effet, j'ai accepté. Et la première intervention, la première perfusion d'immunothérapie a eu lieu le 18 décembre, la deuxième le 9 janvier et la troisième le 30 décembre. Voilà. Que je peux préciser juste que effectivement vous avez finalement donc accepté, on vous a inclus dans l'étude en sachant parfaitement que il y avait la possibilité d'avoir le traitement par immunothérapie comme la possibilité d'être dans le tirage au sort de l'intervention chirurgicale directe, ce qui est le standard à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous me l'aviez bien précisé. Et vous m'avez bien précisé également que je pouvais arrêter à n'importe quel moment, que ça n'était pour moi pas une obligation. Vous me l'avez bien précisé, de ce côté-là, vous avez été d'une grande honnêteté. Voilà. Et maintenant, si je peux vous préciser, je n'ai pas d'effets secondaires, je n'ai que des effets bénéfiques. J'avais perdu l'appétit, j'étais nauséeuse, j'étais ballonnée. Dès la première perfusion, je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai repris de l'appétit. Et là, actuellement, j'ai repris mon poids de départ. J'avais perdu 3 kilos, je les ai repris. Je vis normalement. Je n'ai pas d'effets secondaires, si ce n'est parfois quelques petites démangeaisons, style un peu
un petit bouton d'urticaire, mais qui passe très vite. Je ne fais absolument rien dessus. Je n'ai pas de rougeur. Je me sens bien. Je vis normalement. J'ai repris toutes mes activités, mon pilates, ma chorale, enfin tout ça, et je vis normalement. Je vais voir ma famille à Grenoble. Je n'ai pas d'effets secondaires. Je n'ai que des effets pour l'instant bénéfiques. Voilà. Donc j'espère qu'en effet, tout va se poursuivre. Et la troisième perfusion est prévue le 20 février. Mon intervention est prévue le 17 mars. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ce beau témoignage qui est plein d'espoir et voilà, c'est une belle chose que vous n'ayez pas d'effets secondaires. Merci, professeur, pour cette présentation très complète sur le cancer non métastatique. Je vais maintenant laisser la place à quelques questions que je vais vous lire. Donc, professeur, j'ai une première question sur l'efficacité comparative entre le dostarlimab et le pembrolizumab sur DMR-MSI. Alors, ce sont deux molécules qui appartiennent à la même classe et donc qui sont vraisemblablement très similaires, qui sont faites par des laboratoires, produites par des laboratoires différents. Il n'y a jamais eu de comparaison l'une et l'autre vraiment faites côte à côte, mais on va dire que c'est totalement similaire et que ça apporte la même amplitude de résultats a priori. Les effets secondaires, quels sont les effets secondaires déjà identifiés de l'immunothérapie? Alors, ça serait l'objet d'une présentation complète, mais brièvement, l'immunothérapie, elle lève les freins de l'immunité et donc, en effet secondaire délétère, elle peut activer le système immunitaire contre les tissus sains. Et donc, il peut y avoir une kyrielle d'effets secondaires. Les plus fréquents, c'est que ça vient, par exemple, euh, contre la thyroïde et donner une réaction auto-immune contre la thyroïde et engendrer des hyper ou plus souvent des hypothyroïdies. Ça peut aussi souvent, et c'est quelque chose d'assez bénin, engendrer un peu de démangeaison au niveau cutané, parce qu'il y a des petites réactions au niveau cutané. Voilà, il y a toute une kyrielle d'effets secondaires que l'on connaît bien, que l'on piste à la fois sur le plan clinique et à la fois sur le plan biologique, et qui, si ils démarrent de façon un petit peu trop importante, sont contrecarrés par des anti-inflammatoires et notamment des corticoïdes d'une façon générale. Mais voilà, il y a toute une kyrielle de réactions auto-immunes possibles. La probabilité varie en fonction du type d'immunothérapie et des associations d'immunothérapie. Sur la vie quotidienne, quelles sont les conséquences de l'ablation du rectum dans la vie quotidienne? Est-ce qu'une chimio-radiothérapie est une alternative efficace? Et est-ce qu'aujourd'hui la reconstruction du rectum est envisageable et pratiquée? Alors, ça aussi, c'est une question qui pourrait nous emmener sur une heure de discussion et sur d'ailleurs des présentations interprofessionnelles qui sont complexes. C'est bien pour ça que je vous ai précisé, hein, on parlait du cancer du côlon, le rectum a un positionnement à part. Effectivement, la prise en charge n'est pas du tout la même. Pourquoi? Parce que effectivement, lorsque on est obligé d'enlever le rectum, ce n'est pas du tout les mêmes conséquences que quand on enlève un bout de côlon, parce qu'on n'a plus de réservoir et éventuellement on a, alors dans certains cas, on est obligé d'enlever l'appareil sphinctérien, il y a une stomie. Dans d'autres cas, on le garde, mais en n'ayant plus le réservoir au-dessus, c'est quand même compliqué. Donc en fait, les conséquences de ne plus avoir de rectum, c'est surtout d'avoir des selles qui sont fractionnées, un transit qui est accéléré avec des selles fractionnées et au départ, une continence qu'il faut remaîtriser. Voilà. Alors, on ne reconstruit pas un rectum à proprement parler. Quand on enlève le rectum, on descend le côlon qui va remplacer le rectum, mais on fait quand même un petit réservoir. Hein, on retransforme un petit peu ce côlon pour faire un réservoir et améliorer les conséquences fonctionnelles. Et pour ce qui est de la radiochimiothérapie, alors là, c'est une énorme question, un énorme sujet. Euh, Effectivement, c'est très différent du côlon parce que avant d'opérer, on va faire de la radiochimiothérapie pour améliorer les conditions et opérer une tumeur plus petite de meilleur pronostic, voire même dans certains cas,
c'est très codifié, ça relève de centres experts. Obtenir une régression complète de la tumeur du rectum avec les rayons et la chimiothérapie et ne pas opérer. D'accord, très clair. Merci pour votre réponse. J'ai ensuite une question sur les avancées liées à l'essai Breakwater. Quelles sont les nouvelles recherches en cours pour les cancers Alors, colorectaux? je vous arrête tout de suite, ça va être abordé par le professeur Tougeron juste après. Très bien. Et ben, je passe à la suivante. Pour les cancers présentant une mutation BRAF V600E MSS, quelles sont les recherches en cours pour l'utilisation de l'immunothérapie? Pareil, le professeur Tougeron vous répondra à ça, puisque la question se pose dans les formes avancées. Et pour l'instant, on n'a pas de prise en compte de cette caractéristique moléculaire au stade localisé, bien que il y a un essai français qui évalue l'intérêt d'aller faire avant l'intervention chirurgicale un ciblage de cette mutation, puisqu'on a des médicaments qui viennent cibler cette mutation pour se mettre en meilleures conditions pour l'opération dans les cancers du côlon. Mais c'est une étude qui est en cours et on est loin d'avoir rempli pour l'instant les effectifs et d'avoir des résultats. D'accord. J'ai une autre question sur l'étude Challenge. Enfin, la question porte sur est-ce que on parle d'amélioration de la survie globale ou de la survie spécifique? Alors, il y a une amélioration. Attendez, c'est une colle. Il y a une amélioration de la survie globale. Il y a un impact sur la survie globale. La survie spécifique n'a pas été prise en compte, mais si vous voulez, l'objectif, c'était la survie, on va dire, sans récidive. D'accord? Donc, il y a D'accord, moins de récidives, mais aussi, on a regardé la survie globale. La survie globale est aussi améliorée. d'accord, très bien. J'ai une question sur l'étude Azure. Est-ce qu'elle pourrait concerner d'autres tumeurs digestives? Non, l'étude Azure, elle pose vraiment la question des tumeurs du côlon, exclusivement des tumeurs du côlon, et pas du rectum et pas d'autres organes. En revanche, cette approche euh, d'induction, finalement, de divinothérapie d'induction sur une tumeur qui est en place non métastatique pour la faire réduire, euh, à partir du moment où cette tumeur a ses caractéristiques moléculaires DMMR, MSI, euh, eh bien, c'est quelque chose qui est travaillé aussi dans d'autres études qui sont moins avancées, mais c'est travaillé aussi dans d'autres études. D'accord. J'ai une dernière question sur l'aspirine. Quel est le lien existant entre l'essai Alaska et les essais menés avec l'aspirine dans le cadre du syndrome de Lynch? Est-ce que l'aspirine pourrait être utile pour la mutation BRAF V600E MSS? Alors, euh, beaucoup de questions. Le syndrome de Lynch, juste pour remettre en place, c'est un syndrome génétique qui prédispose au développement du cancer du côlon, qui fait que dès un âge jeune, on a beaucoup plus de risques que la population générale quand on a cette caractéristique génétique en soi, qu'on a hérité d'un de ses deux parents. On a beaucoup plus de risques de développer un cancer du côlon tout au long de sa vie que la population générale. Et on a effectivement euh, euh, on sait que prendre de l'aspirine, d'une façon générale, même en dehors du syndrome de Lynch, manifestement diminue le risque de cancer du côlon. Et probablement dans le syndrome de Lynch, le diminue aussi. On a une étude qu'on a finie, dont on devrait avoir les résultats prochainement, qui s'appelle l'étude AAS Lynch, qui inclut beaucoup de personnes qui ont pris de l'aspirine dans le cas d'un syndrome de Lynch ou du placebo, et pour lequel on va pouvoir vraiment avoir des conclusions un petit peu définitives sur est-ce que ça vaut la peine, à quelle dose, combien de temps. Donc probablement la réponse est oui. Dans le syndrome de Lynch, l'aspirine diminue le risque. Maintenant, la question médicale, c'est quel est le degré de ce oui, avec quelle posologie, à quelle posologie il faut prendre de l'aspirine et combien de temps. Voilà. Donc la réponse est globalement oui, mais des précisions qui vont venir par l'étude. La mutation BRAF-V600E n'a rien à voir avec l'aspirine. Voilà. Et D'accord. l'aspirine, c'est global, c'est pas et probablement bien mieux quand il y a cette mutation PIK3CA. D'accord, très bien. Écoutez, merci pour vos réponses à cette question à ces questions dont je suis venue à vous. Merci, professeur, pour cette belle présentation. Merci, Nicole, pour votre témoignage. Je vais maintenant laisser la parole au professeur Toujon
qui va nous présenter l'état de la recherche sur le cancer colorectal métastatique, ainsi qu'à sa patiente Christelle qui nous témoignera de son parcours patient. Professeur Tougeron, je vous laisse la parole. Merci à tous. Bonjour. Donc effectivement, je vais vous parler des formes métastatiques. Donc effectivement, là, on est dans un stade plus avancé de la maladie. Donc on parle de métastase lorsque la tumeur du côlon a disséminé dans un autre organe, par exemple le foie ou le poumon, classiquement. Il y a encore 10 ans, on traitait tous les patients avec des métastases de cancer colorectal un peu pareil, avec de la chimiothérapie, plus ou moins une thérapie ciblée. Et maintenant, comme on va le voir, il y a un démembrement de différents types de patients. Soit parce qu'ils ont une maladie particulière, par exemple que des métastases dans le foie, qu'on va pouvoir opérer et donc permettre d'obtenir une guérison, ou parce que ils vont avoir une anomalie génétique particulière dans la tumeur qui va permettre d'utiliser certaines thérapies qui vont être très efficaces. Et donc, on a fait un progrès majeur dans la prise en charge des cancers du côlon avec des métastases, mais dans des sous-groupes particuliers de patients qui, hélas, ne s'appliquent pas à tout le monde comme on va le voir et comme ça a déjà été dit par le professeur Guimbaud. Donc mes liens d'intérêt, voilà, parce qu'on travaille toujours avec l'industrie pharmaceutique pour monter les essais thérapeutiques et développer de nouveaux médicaments, les tester chez nos patients dans le but d'améliorer les traitements actuels. Donc j'ai choisi de vous présenter 4 essais. Un qui s'intéresse aux patients avec des métastases hépatiques, qui s'appelle l'essai Transmet, l'essai Breakwater, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'intéresse à la sous-population particulière de patients avec mutation BRAF. Et après, les 2 derniers ou 3 derniers essais s'intéressent aux patients avec instabilité microsatellitaire, dont Rosine Guimbaud a parlé tout à l'heure. Donc, l'essai Transmet, c'est un essai de transplantation du foie. Donc, en fait, on s'est intéressé aux patients avec un cancer du côlon métastatique, mais avec des métastases uniquement au niveau du foie. Dans les années 80, on avait essayé de transplanter ces patients avec un nouveau foie, avec hélas des résultats qui étaient pas bons. Et donc, par conséquent, cela avait été complètement abandonné. Ensuite, il y a une dizaine d'années, il y a eu une petite étude qui a été faite dans les pays nordiques, parce que là-bas, ils ont beaucoup de patients qui donnent leurs organes. Et donc, ils ont réessayé de transplanter des patients avec des métastases hépatiques, avec des critères particuliers que je vous dirai tout à l'heure, avec des résultats préliminaires tout à fait intéressants. Et donc, par conséquent, il y a une grosse étude française qui a été faite et qui a comparé, donc, chez ces patients, la chimiothérapie versus la transplantation hépatique. Donc évidemment, il faut des critères particuliers. Pour ça, il faut que la maladie soit localisée au niveau du foie. Il faut que les métastases ne soient pas opérables, parce que si on peut les opérer facilement, il n'y a pas de raison de remplacer le foie. Il faut que le patient ait moins de 65 ans et qu'il y ait un contrôle, bien évidemment, de la maladie par la chimiothérapie. Donc voilà les résultats. Je ne rentre pas dans les détails, mais comme vous voyez, c'est le pourcentage de patients vivants. Et donc c'est tout à fait impressionnant, puisque quand on regarde à 5 ans, si on continue la chimiothérapie, hélas, il n'y a que 10% de patients qui sont vivants, alors que grâce à la transplantation hépatique, on monte à 73%. Donc, à nouveau, pour pas qu'il y ait de confusion. Vous voyez pas mes diapositives? Ici, on les voit.
Ok. Pour pas qu'il y ait de confusion, c'est vraiment une population très particulière de patients qui n'ont que des métastases dans le foie, qui sont contrôlés par la chimiothérapie, où le chirurgien dit il y en a trop parce que par exemple il y en a une vingtaine, je ne peux pas les opérer. Et par conséquent, là, il peut se poser la question d'une transplantation hépatique. On estime que c'est à peu près 3 à 5 des patients avec un cancer colorectal métastatique. Donc, hélas, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Le deuxième essai, donc, c'est l'essai Breakwater. Donc, il s'intéresse à une population particulière qui est la population des patients avec un cancer colorectal métastatique non opérable avec une mutation BRAF V600E. C'est à peu près 12% des patients. On sait que cette mutation, hélas, confère un très mauvais pronostic. C'est-à-dire que la survie est globalement 2 fois moins bonne que les patients qui n'ont pas cette mutation au niveau de la tumeur. Et donc, il a été testé une combinaison de chimiothérapie et de thérapie ciblée, peu importe les noms, l'encorafenib et le cetuximab, qui vont aller bloquer, si vous voulez, spécifiquement l'anomalie génétique dans la tumeur qui favorise de fait la prolifération de ces cancers qui ont cette mutation-là. Et donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, à nouveau, c'est un progrès majeur puisqu'on améliore la survie des patients. On attend aussi des résultats de suivi à plus long terme. Là, je suis désolé, c'est un peu flou, mais on passe de 66% à 79% de patients vivant à 12 mois, tout en sachant que probablement avec le suivi sur le plus long terme, on va encore améliorer cet écart avec plus de patients qui vont vivre plus longtemps grâce à cette nouvelle combinaison qui est maintenant disponible dès la première ligne de traitement, dès qu'on diagnostique un cancer du côlon avec une mutation BRAF V600. Alors après, je vais reparler de l'immunothérapie dont vous a parlé Rosine. Donc, l'efficacité de l'immunothérapie est complètement différente de la chimiothérapie. Si vous voulez, la chimiothérapie, c'est un poison qui va aller détruire les cellules cancéreuses et provoquer les effets secondaires habituels, puisque ça abîme aussi un petit peu les tissus normaux, notamment le tube digestif. Donc, ça va donner de la diarrhée, des nausées. Certaines chimios font perdre les cheveux, ça fait diminuer les globules, etc. L'immunothérapie, c'est complètement différent puisque l'immunothérapie n'agit pas sur les cellules cancéreuses, c'est plutôt comme un vaccin. Ça va stimuler le système immunitaire et ensuite, c'est le système immunitaire qui va s'attaquer à la tumeur. Dans un vaccin, le système immunitaire va s'attaquer évidemment ou nous protéger contre un virus, même si maintenant il y a des vaccins anticancéreux qui arrivent. Donc l'immunothérapie stimule le système immunitaire qui va détruire la tumeur. Et on sait qu'il y a des tumeurs qu'on appelle des tumeurs froides qui ne sont pas sensibles à l'immunothérapie, comme par exemple, hélas, les cancers du pancréas, et puis les tumeurs chaudes qui sont très sensibles à l'immunothérapie. Et c'est en général des tumeurs particulières qui ont plein de mutations. Plus on a de mutations dans la tumeur, plus il y a de chances que le système immunitaire la reconnaisse comme étrangère et que l'immunothérapie fonctionne bien. Donc ça fonctionne très bien, par exemple, on le sait depuis longtemps, c'était les premiers essais thérapeutiques dans le mélanome, cancer de la peau, et dans le cancer du poumon. Et donc, on l'a testé dans ces cancers avec instabilité microsatellitaire parce qu'on sait qu'ils sont fortement mutés et que dans les tumeurs, quand on les regarde au microscope, il y a plein de cellules immunitaires, notamment des lymphocytes. Et donc, on a comparé simplement de la chimiothérapie versus une immunothérapie qui s'appelle le pembrolizumab, dont on a parlé tout à l'heure, dans ces cancers du côlon métastatiques avec instabilité microsatellitaire. Et là, hélas, c'est que 3 à 5 des patients qui ont cette altération dans la tumeur. Comme vous voyez ici, les résultats sont assez intéressants. C'est ce qu'on appelle la survie sans progression.
C'est-à-dire que c'est des patients qui sont vivants avec une maladie toujours contrôlée. Si on regarde à 2 ans, on passe de 19 à 48% de patients avec une maladie toujours contrôlée. Donc, c'est vraiment une augmentation de la survie majeure sur ce qu'on appelle la survie globale dont on a parlé tout à l'heure. Je ne vous ai pas mis les résultats parce que dans cette étude, il y avait un crossover, c'est-à-dire que vu qu'on savait que l'immunothérapie était très efficace pour pas qu'il y ait de perte de chance pour les patients, et puis les patients auraient pu aussi dire je ne veux pas participer à l'essai puisqu'on savait déjà qu'on avait des données préliminaires que l'immunothérapie fonctionnait. Les patients qui recevaient la chimiothérapie, quand elle ne fonctionnait plus ou qu'ils ne la supportaient pas, ont passé à l'immunothérapie. Donc, de fait, ça biaise les résultats de survie globale. Et donc après, la question suivante, ça c'était un premier essai qui date déjà d'il y a 5 ans. La question suivante, c'était est-ce qu'on peut faire encore mieux en combinant 2 molécules d'immunothérapie. Là, en l'occurrence, 2 molécules qui s'appellent le nivolumab et l'ipilimumab dans ces mêmes cancers versus la chimiothérapie ou une seule immunothérapie. Donc là, je vous présente juste les résultats de la double immunothérapie versus la monoimmunothérapie. Donc vous voyez, là, les résultats sont encore plus impressionnants puisque si on regarde à 3 ans, on est à 70% de patients vivants et contrôlés. Donc c'est impressionnant. Par rapport à la monoimmunothérapie, on est à 50%. Si on avait mis, là je ne l'ai pas mis sur cette diapositive, mais si on avait mis la chimiothérapie à 3 ans, on serait probablement à 5 ou 10%, puisque ce n'est pas très efficace dans ces tumeurs. Donc ça, c'est des essais qui ont été coordonnés notamment par Thierry André, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le président d'Arcade. Et la France a très fortement contribué à ces patients. Que beaucoup de centres ont participé, une vingtaine. Le professeur Guimbaud et moi-même, on a inclus beaucoup de patients dans ces essais. Après, évidemment, une des questions était est-ce qu'on peut adapter ces schémas d'immunothérapie? Parce que, évidemment, plus on fait une immunothérapie forte et plus on combine les molécules et plus on les utilise longtemps, plus il y a un risque d'effets secondaires, avec des effets secondaires auto-immuns. Donc, c'est toutes les inflammations en fait d'organes. Donc, il y en a parfois qui ne sont pas graves, hein. Il y a 20% par exemple des patients qui vont avoir un dysfonctionnement de la thyroïde. Ce n'est pas très grave, on continue le traitement et puis on donne des hormones thyroïdiennes. Néanmoins, il y a une défaillance de la thyroïde qui va persister à vie. Parfois, il y a des atteintes plus graves, comme par exemple des inflammations du cœur. C'est un patient sur 1000, c'est ce qu'on appelle la myocardite. Mais quand ça arrive, hélas, ça peut induire un décès, puisque évidemment, s'il y a une inflammation importante du cœur et qui ne fonctionne plus, ça engage le pronostic vital du patient. Et aussi, l'autre problème, c'est que, on pourra en rediscuter, il y a toujours un délai important, ce n'est pas spécifique à la France, c'est pareil dans tous les pays, entre le moment où on sait qu'un traitement fonctionne et son remboursement et la possibilité de son utilisation, qui parfois peut durer 2 ans. Vous imaginez, on sait qu'il y a un traitement qui va doubler, tripler le nombre de patients vivants et qui vont même être probablement guéris et qu'on ne peut pas utiliser. Donc c'est une catastrophe pour nous. Et donc parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte d'autres études pour répondre à des petites questions qu'on se pose pour avoir accès à la molécule et aussi évidemment pour faire avancer la recherche. Et donc c'était l'objet de cet essai NIPI-SAFE qui a été monté par Thierry André et coordonné par le GERCOR, qui était de comparer 2 doses en fait de cette double immunothérapie, 2 doses différentes pour voir s'il y en avait une qui était plus efficace que l'autre ou s'il y avait moins de toxicité avec l'une ou l'autre. Vous voyez, on réduit la durée de l'ipilimumab, c'est l'anti-CTLA4 qui donne un peu plus de toxicité que le nivolumab. Donc, ce qu'on voit, c'est que
En termes d'efficacité, c'est exactement pareil. Et en termes de toxicité, c'est un tout petit peu mieux avec la dose moindre. Donc, ça répond à une question intéressante que on peut faire un peu moins d'immunothérapie avec des résultats similaires pour justement diminuer les effets secondaires et puis aussi diminuer un petit peu le coût du traitement de ces molécules qui sont onéreuses. Et donc, voilà, bien évidemment, je répondrai à vos questions, mais Madame Gautrono, qui est avec nous, a donc participé à cet essai NIPI-SAFE et va pouvoir nous faire part de son vécu et de son ressenti. Oui, bonjour. Donc, je suis Christelle Gautrono. J'ai suivi cet essai NIPI-SAFE avec le professeur Tougeron. Donc, aujourd'hui, je suis en rémission complète. Et donc, ça a consisté en premier temps, enfin, j'ai eu la deuxième version, hein, Monsieur Tougeron, je pense, hein, de l'essai. Donc, avec les deux traitements. J'ai commencé mon traitement en novembre 2022, suite à un cancer donc colorectal, avec des métastases au poumon. Mon cancer était très avancé et j'ai eu la chance donc de pouvoir participer à cet essai. J'ai eu très peu de séances. Mes séances se sont arrêtées en début d'année 2023 et j'ai été opérée en 2024. J'ai eu une poche, une stomie pendant toute la période jusqu'à 2024, donc mon opération en février. Les effets indésirables dont a parlé le professeur Tougeron ont été en effet, et je les ai toujours, la thyroïde, donc j'ai un traitement, c'est stabilisé et je le remercie aujourd'hui de tout ce qui m'est arrivé parce que j'ai eu cette chance de pouvoir avoir ce traitement, cet essai clinique qui, s'il n'avait pas été efficace pour moi, peut servir pour les prochains patients. Et aujourd'hui, donc, je suis en rémission complète. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus parce que c'est assez magique et voilà, je le remercierai toujours. Voilà. Non, pas pour mon cancer du côlon. Non, enfin, l'oncologue m'a envoyé directement vous voir avant d'avoir la chimiothérapie. Oui. Je n'ai pas eu d'effet secondaire du tout. J'ai repris à manger parce que j'avais perdu 15 kilos. J'ai donc repris à manger normalement, sans douleur, rien. Je n'ai eu aucun autre effet physique, en tout cas me concernant. Voilà, Merci. je vous en prie. Merci Madame Gautrono pour ce témoignage et voilà, ces belles avancées. Et merci Professeur Tougeron pour nous avoir présenté justement ces avancées. Et j'ai quelques questions, professeur, notamment une première qui porte sur la mutation BRAF V600E-MSS. Quelles sont les nouvelles recherches en cours en dehors de Breakwater pour les cancers colorectaux métastatiques avec mutation? Y a-t-il des recherches avec de l'immunothérapie? Alors, dans les tumeurs BRAF mutées, le, l'essai Breakwalker a vraiment amélioré énormément la prise en charge de ces tumeurs. Donc, il n'y a pas d'essai thérapeutique actuellement en cours pour essayer de faire mieux parce que ça fait déjà très bien et on n'a pas tellement de nouveaux traitements qui semblent plus efficaces au jour d'aujourd'hui. Là, on parle bien des tumeurs BRAF mutées MSS, puisque effectivement, il peut avoir des fois une instabilité microsatellitaire, donc des tumeurs MSI et à la fois BRAF mutées.
Donc, dans cette situation, le meilleur traitement, c'est l'immunothérapie, puisque c'est celui qui fonctionne le mieux. Si ça fonctionne pas, après effectivement, on peut faire de la chimiothérapie plus, cette combinaison d'encorafenib, cetuximab, s'il y a un échec de l'immunothérapie. Il y a actuellement un essai, qui est, toujours en cours à ma connaissance au niveau, international, qui s'appelle l'essai CIMARC, qui effectivement, chez les patients qui ont à la fois une instabilité microsatellitaire et une mutation, BRAF V600E, c'est assez rare, hein, c'est à peu près 3 des patients avec un cancer colorectal métastatique qui combinent immunothérapie plus encorafenib plus, cetuximab. Voilà, on attend de voir les résultats de cet essai. C'est pas sûr qu'il soit positif parce que l'immunothérapie fonctionne déjà tellement bien que est-ce que ça vaut le coup de rajouter autre chose? C'est pas sûr, mais il y a un essai en cours qui effectivement, pose cette question, mais que dans les tumeurs BRAF mutées avec instabilité microsatellitaire. D'accord. Je vais continuer sur les patients MSS. Au-delà des essais que vous avez présentés, qu'en est-il des avancées en immunothérapie chez ces patients sans métastase hépatique? Alors, on précise essai stellar, botensilimab. Euh, Est-ce que vous avez Alors une réponse? oui, 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 bien sûr. Donc, il y a effectivement eu des essais d'immunothérapie, dans les cancers du côlon MSS sans instabilité microsatellitaire. Globalement, effectivement, il y a eu les essais Stellar et d'autres. Globalement, on peut retenir que l'efficacité est vraiment, très limitée, sauf, certains sous-groupes de patients. Il y a grosso modo 2 sous-groupes de patients pour lesquels il y a peut-être un bénéfice ou même possiblement un bénéfice de l'immunothérapie. Les patients sans métastase hépatique, puisque a priori, effectivement, les métastases hépatiques créeraient un micro-environnement défavorable et donc il y a des essais effectivement avec, ce qu'on appelle le BAD-BOL, le botensilimab et l'autre, qui est trop difficile à prononcer, peu importe. C'est ces 2 immunothérapies qui se combinent chez les patients sans métastase hépatique, qui est au jour d'aujourd'hui accessible en accès précoce, en France, chez des patients qui ont déjà reçu tous les autres traitements et qui n'ont, pas, de métastase hépatique et puis il y a un essai, qui va, bientôt débuter qui s'appelle BATMAN. Voilà, bon, c'est comme ça. On donne toujours des petits noms à nos essais, qui est un essai international où la France va participer, le Canada aussi notamment, où on va, tester cette, combinaison, d'immunothérapie. Alors c'est une immunothérapie qui est quand même assez forte puisqu'ils ont modifié, l'immunothérapie, donc de fait, elle est assez toxique. Ça donne pas mal d'inflammation du côlon, ce qu'on appelle, des colites. La deuxième population où ça semble être intéressant, c'est les patients où on fait des scores immunitaires. On peut faire ce qu'on appelle des immunoscores, donc des scores où on détermine l'infiltrat immunitaire au niveau de la tumeur et quand il y a beaucoup de cellules immunitaires dans la tumeur, là aussi l'immunothérapie semble être efficace. Il y a eu un essai italien, qui a montré ça, qui s'appelle, Atezo-Tribe, avec des résultats intéressants chez les patients qui avaient un immunoscore positif et puis actuellement une étude en France que je coordonne qui s'appelle POCHI, où chez les patients avec un immunoscore élevé, on teste la combinaison chimiothérapie-immunothérapie. Mais ça, c'est à nouveau, c'est pareil, c'est des sous-populations de patients qui sont pas fréquentes. C'est à peu près 15 des patients qui, n'ont pas de métastase hépatique et à peu près 15 des patients aussi, qui ont un immunoscore élevé, voilà, dans lequel effectivement on peut proposer de l'immunothérapie, dans le cadre d'essais thérapeutiques. D'accord, merci. J'ai une nouvelle question enfin plusieurs questions sur l'essai Backwater. Que fait-on avec la première de Breakwater? Peut-on ensuite rechallenger des chimiothérapies, des thérapies ciblées?
C'est-à-dire que dans l'essai Breakwater, on utilise donc la combinaison FOLFOX, encorafenib, cetuximab, qu'on peut maintenant utiliser en pratique courante dans pas mal de centres, même s'il n'y a pas encore le remboursement. Après, si c'est efficace, tant mieux, on poursuit le traitement le plus longtemps possible. Évidemment, après, on allège la chimiothérapie et on fait des pauses thérapeutiques. Si il y a une inefficacité du traitement ou au bout d'un moment, il est plus efficace, au bout d'un an par exemple, après on passe aux autres traitements, bien évidemment, avec d'autres thérapies ciblées comme le bevacizumab et puis d'autres chimiothérapies comme le FOLFIRI. Donc oui, après il y a d'autres options thérapeutiques derrière, mais qui sont pas ciblées sur la mutation BRAF. Et on retombe, si vous voulez, dans les traitements standards qu'on utilise dans les autres formes de cancer colorectal. Alors j'ai une question spécifique sur les patients français BRAF V600E. Bien que la combinaison de Breakwater n'ait pas encore d'AMM, est-ce que ces patients reçoivent bien tous la combinaison Onco plus Cetux plus chimiothérapie, ou cela dépend-il des centres de soins? C'est très difficile de répondre à cette question-là. À ma connaissance, au jour d'aujourd'hui, vu l'importance du gain en survie de cette combinaison et des résultats très intéressants, même s'il n'y a pas de remboursement officiel, les molécules sont disponibles puisque avant, l'encorafenib et le cetuximab étaient utilisés dans les lignes ultérieures, en deuxième et en troisième ligne. Donc les médicaments sont disponibles. Donc, en négociant avec nos pharmaciens, en général, on arrive à avoir ces médicaments dès la première ligne de traitement. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'au lieu de les utiliser en deuxième ou troisième traitement, on les utilise en premier. Donc, de fait, ça n'a pas un impact de coût sur la santé, que ça soit pour un centre ou au niveau national, majeur. Donc, en général, il n'y a pas d'opposition à faire ça avec nos collègues pharmaciens, d'autant plus que quand on monte les résultats de l'étude, c'est vraiment très impressionnant et donc ça serait vraiment très dommage qu'un patient n'ait que de la chimiothérapie et hélas ne puisse pas ensuite bénéficier, comme avant on faisait, en deuxième ou en troisième ligne, ce traitement puisqu'il y a un risque de progression et de décès et de ne pas pouvoir accéder à cette thérapie. Donc il faut vraiment que tous les patients puissent en bénéficier dès la première ligne et je pense que c'est le cas en France. Ce qui peut arriver aussi, c'est que parfois on a un délai pour avoir les résultats des mutations, que ça soit BRAF ou RAS. C'est pareil, c'est pas très grave, quand on n'a pas le résultat des analyses génétiques de la tumeur, ce qui peut arriver quand on voit les patients rapidement et qu'on commence un traitement rapidement. On commence de la chimiothérapie et puis après on l'adapte. On peut commencer un FOLFOX et puis après ensuite on rajoute l'encorafenib cetuximab, si on voit dans un second temps, qu'il y a une mutation BRAF V600E. Et est-ce qu'il y a des essais en cours pour tester de nouvelles associations prometteuses? De manière générale? Toujours dans Oui. le cadre oui, de cet essai Breakwater. Non, Toujours en non, non, lien. non, dans les BRAF mutés, là, on a fait un progrès significatif, donc c'est comme si on était passé d'une R5 à une Ferrari, donc ça va être compliqué de faire mieux. Donc pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux essais. Par contre, il y a des nouvelles thérapies ciblées qui se développent avec des anticorps, des nouveaux anticorps qu'on appelle des anticorps bispécifiques, notamment qui vont aller cibler c-MET, le GFR, etc. Il y a plein de nouveaux essais thérapeutiques pour les patients, justement, les autres patients pour lesquels on n'a pas ces progrès thérapeutiques, donc les patients qui n'ont pas d'instabilité microsatellitaire, qui n'ont pas la mutation BRAF600E, etc. Il y a aussi les mutations KIRAS. Les mutations KIRAS, c'est un facteur de résistance à certaines molécules qu'on appelle les anti-EGFR. Mais maintenant, ces mutations KIRAS, on peut les cibler, notamment les mutations KIRAS G12C, qui sont présentes à peu près pareil, hélas, que dans 3% des cancers du côlon. Il y a un essai thérapeutique, il y en a même plusieurs, qui sont en cours, qui testent une chimiothérapie
plus des thérapies ciblées qui spécifiquement vont aller bloquer cette mutation KRAS G12C. D'accord. J'ai une autre question sur l'essai de transmettre. Qu'est-ce qui fait une métastase hépatique ne soit pas opérable? Est-ce une question de nombre de métastases hépatiques ou autre? Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. La nature est bien faite. Au jour d'aujourd'hui, pour que ça soit compatible avec la vie, alors sous réserve d'avoir un foie sain, on a à peu près besoin de 25% de notre foie. Donc, ce qui veut dire qu'on peut en couper 75%. Donc, soit les métastases hépatiques sont dans une partie du foie, le foie droit, le foie gauche, on va pouvoir en couper et laisser au moins 20, 25, 30% du foie. Et donc là, on peut opérer. Voilà, on peut aussi combiner d'autres techniques, hein, des techniques de radiofréquence où parfois on va aller, brûler, des métastases, un peu, profondes. Donc on a fait vraiment, un progrès majeur dans la chirurgie des métastases hépatiques. Donc c'est pas forcément le nombre. Si on a 20 métastases ou 50, bon ça paraît, peu probable, mais 50 métastases dans le foie gauche, et ben, on pourra opérer, on enlève le foie gauche et on laissera le foie droit. Si on en a 20 dans le foie droit et une seule dans le foie gauche, on va aller réséquer la petite métastase dans le foie gauche et puis on va enlever tout le foie droit et on va laisser une partie du foie gauche où il n'y a pas de métastase. Par contre, quand il y en a dans tous les segments et qu'on peut pas, il y a 8 segments dans le foie, quand il y en a dans tous les segments, de fait, on ne peut pas laisser assez de foie. Et donc là, effectivement, les patients sont éligibles à la transplantation s'il n'y a pas de métastase hépatique ailleurs. Il y a aussi la localisation parce que effectivement, pour que y ait un organe fonctionne, c'est assez simple à comprendre. Il faut qu'il y ait un vaisseau qui rentre et un vaisseau qui sort. Donc, s'il y a des métastases autour des vaisseaux et qu'on ne peut pas les réséquer, il y a un seul vaisseau qui rentre dans le foie, grosso modo, pour faire simple, et 3 qui sortent. Donc, sur les 3 qui sortent, si par exemple, il y en a 2 qui sont envahis par des métastases hépatiques, ce qu'on appelle les veines sus-hépatiques, eh ben, on pourra en laisser une. Donc, c'est bon. S'il y a 3 métastases qui sont collées autour des 3 veines sus-hépatiques, on ne pourra pas en laisser. Et donc parfois, il n'y a pas beaucoup de métastases, mais parce qu'elles collent au vaisseau ou parce qu'elles sont à côté de la voie biliaire, et cetera, on ne peut pas les réséquer. Et dans ces cas-là aussi, ça peut être une indication de transplantation hépatique. Mais voilà, à nouveau, c'est un processus très lourd parce qu'il faut remplir tous les critères, il faut être inscrit sur liste d'attente, c'est validé par un comité national, les patients attendent longtemps. Après, évidemment, c'est une grosse chirurgie hein, de transplanter le foie. Après, évidemment, il y a un suivi très lourd, c'est plusieurs jours ou semaines d'hospitalisation. Après, il y a des immunosuppresseurs à vie pour pas avoir de rejet, et cetera. C'est vraiment quelque chose de très lourd. Il faut bien peser le pour et contre et bien sélectionner les patients pour que vraiment ils en tirent bénéfice. D'accord. Et où en sont les tests Folrini plus CETU plus ENCO pour BRAF V600E MSS? J'ai pas compris. Les tests quoi? Folrini plus Ah, CETU FOLFIRI. plus ENCO. Ah Ah, oui, excusez-moi, FOLFIRI. c'est mal, Oui, oui. excusez-moi. FOLFIRI encore et Phénipsétux. Effectivement, dans l'essai Breakwater, c'était avec du FOLFOX, mais il y avait un petit groupe de patients avec du FOLFIRI qui a été présenté, mais j'en ai pas parlé il y a quelques jours au congrès américain de cancérologie digestive qu'on appelle l'ASCO GI à San Francisco, qui montre que cette combinaison est aussi efficace. Donc, on peut l'utiliser aussi avec le FOLFIRI quand on ne peut pas utiliser le FOLFOX. Le FOLFOX, l'oxaliplatine, c'est un médicament qui donne de la neuropathie.
notamment. Et donc, dans cette situation, chez les patients qui ont déjà une neuropathie, pour X raison, une maladie neurologique ou du diabète, par exemple, on ne peut pas l'utiliser, donc on peut utiliser à la place du Folfiri. Et effectivement, on pourrait faire du Folfiri en corafenib cetuximab. Ou un patient qui est opéré d'un cancer du côlon, qui a du Folfox et qui récidive rapidement. De fait, on ne va pas non plus réutiliser le Folfox puisque, a priori, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas empêché la récidive. Donc là, effectivement, on va, grâce à ces données qui ne sont pas très robustes, mais qui montrent que la combinaison, il n'y a pas de problème de tolérance et a priori est aussi efficace, on n'avait pas trop de doutes. Ça peut être une alternative de faire du Folfiri en corafenib cetuximab en cas de mutation BRAF-V600E et de contre-indication à l'oxaliplatine. Et qu'en est-il des KRAS G12D et G12V? Alors au jour d'aujourd'hui, les principaux inhibiteurs de KRAS ciblent les KRAS G12C. Il y a des inhibiteurs qui commencent effectivement à cibler d'autres mutations KRAS, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des G12D, mais ils sont en cours de développement. Pour l'instant, ça reste très préliminaire. On a aussi d'autres traitements qu'on appelle les pan-KRAS. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas agir sur KRAS directement, mais sur la voie de signalisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais qui bloquerait un peu tous les types de mutations KRAS. Donc, c'est à l'étude. Le problème de ces médicaments, c'est qu'ils semblent un peu moins efficaces et surtout, ils sont plus toxiques. Puisque évidemment, ils ont un spectre d'action plus large, donc ils ont plus de toxicité, notamment de toxicité cutanée, et cetera. Mais c'est à l'étude dans différents cancers, notamment les cancers du côlon muté KRAS, mais aussi cancer du poumon, cancer du pancréas, avec certains résultats préliminaires qui semblent intéressants, d'autres qui semblent moins intéressants. Il y a différents types des inhibiteurs qu'on appelle des KRAS on, off. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a certaines molécules qui ont été abandonnées, qui ont échoué, mais d'autres qui semblent prometteuses, mais qui sont encore que dans des essais très précoces de phase 1 avec quelques dizaines de patients traités par type de tumeur. Donc, pour l'instant, on n'a pas assez de données sur ces nouvelles molécules, mais qui sont effectivement l'avenir. Merci pour cette réponse complète. J'ai une dernière question qu'il faudra répondre de manière très concise parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Qu'en est-il de la piste des vaccins en immunothérapie en référence à l'essai STC 1010 de Brennus, actuellement en cours de recrutement en France? Waouh, là, c'est des experts là, qui posent ce type de questions. Donc, effectivement, il y a des essais de vaccinothérapie. Je vais faire assez vite, hein. On a bénéficié du Covid pour le cancer, puisque ça a relancé les stratégies de vaccinothérapie anticancéreuse. Il y a plusieurs types. Il y a des vaccins ADN, des vaccins ARN. Il y en a qui sont en train de se développer dans le cancer du pancréas, qui semble assez intéressant. Concernant l'essai en cours en France de Brennus Pharma, le concept est très prometteur. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux rien vous dire puisque, à ma connaissance, je crois qu'il y a 6 ou 7 patients traités. La tolérance semble bonne, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Sur les données d'efficacité, il y a des patients où ça a semblé fonctionner, donc ça semble intéressant. Mais bien évidemment, c'est impossible de conclure sur si peu de patients, hein. Les essais qu'on vous a présentés avec le professeur Guimbaud, c'est des essais à des centaines, voire 1000 ou 2000 malades. Donc là, on a des preuves solides de l'efficacité, c'est des essais de phase 3. L'essai de Brennus Pharma ou les autres essais de vaccinothérapie, c'est des essais de phase 1 à 10, 20 malades traités. Donc effectivement, c'est très difficile au jour d'aujourd'hui de me faire des conclusions définitives. Mais c'est prometteur. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ces réponses, pour cette présentation. Merci Christelle, merci professeur Guimbaud et également merci à Nicole pour cette présentation. Je vous invite à noter les dates des prochaines webconférences Arcade en 2026, avec notamment demain et après-demain deux autres webconférences dédiées à la recherche pour d'autres cancers digestifs.
Nous avons plein de nouvelles thématiques à venir pour la suite, donc n'hésitez pas à aller consulter notre site internet pour être au fait de de ces prochains rendez-vous. Je vous invite aussi à bien noter la date du hackathon organisé par Arcade du 27 au 29 mars 2026, 48 heures d'intelligence collective pour faire accélérer des cancers, des projets concernant les cancers, lutte contre les cancers digestifs. N'hésitez pas à vous inscrire depuis notre site internet de manière gratuite. Tout profil est invité à venir lors de cet événement. Nous avons besoin d'un maximum de compétences. Et enfin, je remercie tous nos partenaires, les associations de patients, nos donateurs et nos intervenants. Merci nos donateurs pour votre générosité qui permet de financer nos programmes. Et je vous donne rendez-vous demain à midi pour la webconférence sur l'état de la recherche sur le cancer de l'œsophage et de l'estomac. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.